Cette distorsion entre science-fiction littéraire et science-fiction cinématographique, on le voit par exemple avec l'adaptation de I, Robot, qui est une nouvelle d'Isaac Asimov, qui est plutôt une version positive de la science-fiction, une vision enchantée de la science. Voilà. Mais l'adaptation en film de la nouvelle I, Robot a marqué les esprits, et souvent négativement pour ceux qui connaissaient la nouvelle, parce qu'elle distordait complètement cet aspect, et les robots qui sont plutôt des figures positives chez Asimov, dans l'adaptation cinématographique, d'une certaine façon, le sens profond de la vision robotique d'Asimov est trahi dans le film, puisque il y a une histoire archi-classique dans le cinéma de science-fiction de révolution des robots contre leur créateur. Quand je disais que j'avais pas compris l'intitulé, c'est évidemment de faire référence au positivisme qui justement détermine la science comme étant quelque chose de positif. Et vous avez bien rappelé les deux, la science-fiction, elle, pour justement le discours négatif. Et justement, Pierre, dans votre travail, souvent les sociétés, les intrigues sont noires, elles sont même violentes au point de vue individuel ou collectif, et quand il y a de l'espoir, c'est pas un espoir gratuit, les gens se battent, enfin il faut qu'ils créent leurs conditions optimistes. Comment vous ménagez comme ça les sociétés violentes, noires, et l'impulsion à quand même fabriquer son espoir? Alors, je me considère d'abord et avant tout comme un auteur optimiste, qui utilise des biais pessimistes pour proposer de nouvelles pistes éventuelles qui pourraient nous sortir de la vision noire des choses. Je pense que la science-fiction, enfin pour moi, elle appartient au grand corps mythologique. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est pas très important. Et que les récits mythologiques, tels que définis par Joseph Campbell, quand le héros mit le visage qui se lève, c'est parce que le monde est en disharmonie. Donc je trouve ce principe de la disharmonie du monde pour que des héros se lèvent et que les héros fassent un chemin initiatique qui propose de nouvelles solutions par la suite. Par ailleurs, il me semble que la science n'est ni négative ni positive, la science est, et elle est ce qu'on en fait. Si la science était négative par elle-même, ça veut dire qu'on n'a aucune chance face à la science, que la science initiale va nous supplanter, nous éliminer en tant qu'espèce. Donc elle n'est pas ni négative ni positive, elle est simplement la science et elle est ce qu'on en fera. Et je pense que là, les auteurs de science-fiction ont vraiment leur place pour proposer des espaces de réflexion sur ce développement scientifique. Je rappelle la conférence ou le livre de Jean-Michel Truand, Totalement inhumaine. Est-ce qu'on en arrivera là, la totale inhumanité, c'est-à-dire est-ce que nous finirons par être éliminés en tant qu'espèce parce qu'espèce non fiable, organique, émotionnelle, où la vie préférant se transférer sur des supports plus solides, plus fiables, qui sont le silicium ou ce genre de choses. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais je pense qu'il y a une réflexion urgente à mener par rapport à la science et par rapport à tous ces développements-là. Il ne s'agit pas d'être négatif ou positif, vous n'avez pas le manichéisme tout à l'heure, c'est de placer en bon et en mauvais ou de faire une morale là-dessus. C'est simplement d'avoir des choses, une vision éclairée, neuve. Et je pense que cette vision passe par l'introspection plus qu'autre chose, c'est-à-dire que je pense que la science ne pourra jamais nous accorder le bonheur, pas plus qu'un Dieu quelconque extérieur peut nous accorder le bonheur, que toutes ces ressources sont en nous, et il me paraît urgent de rentrer à l'intérieur de nous pour réfléchir de façon libre, de façon nouvelle, de façon non connue. Je fais référence au livre de Krishnamurti qui s'appelle « Se libérer du connu », pour que nous puissions avoir des choses, une vision neuve et proposer de nouvelles voies d'évolution. Et c'est l'essentiel de mon travail, c'est-à-dire que le noir fait partie de l'être humain, j'explore aussi bien le noir que le lumineux, le noir sans juger le noir, mes personnages peuvent être très noirs, j'ai fait ça dans Absalom par exemple, où mon personnage est le plus noir possible, parce que c'est un criminel qui décervelle des femmes, désolé mesdemoiselles, mesdames, mais qui va connaître une rédemption que j'ai accompagnée jusqu'au bout, c'est à passer par l'amour et par la connaissance de soi. Et donc je crois fermement à ces notions-là. Et il faut éliminer, à mon avis, toute notion de moralité des choses pour essayer de sortir des sentiers battus, des systèmes de pensée tout faits, tout préparés, pour avoir des choses, des événements, une vision totalement neuve. Donc je suis très optimiste, comme vous pouvez le constater. Alors, Audrey, vous proposez une espèce de modèle sociologique, on pourrait dire, dans les 14, puisque votre ville décide de réguler sa population de manière radicale en
en massacrant une partie de celle-ci. Et donc, comment, en tant qu'auteur, d'essayer de partir sur des prémices aussi sombres et construire quelque chose d'un peu plus optimiste et vivant pour le coup? En fait, c'est tout simplement parce que c'est pas du tout mon point de départ. Dans Les Poisons de Catarse, en fait, j'ai un personnage principal, une tyranne, qui en fait a un très gros problème. Elle a une charge absolument colossale sur les épaules. Parce qu'elle est sur une ville-prison. Alors déjà, bon, c'est pas elle qui a demandé à être là, hein, elle est la descendante d'une dynastie, elle a ça en charge, on l'a préparé à ça depuis sa naissance. Une ville-prison dans laquelle les 3 royaumes voisins déversent le tribut indésirable tous les ans et les gens ne peuvent absolument pas en sortir. Sauf qu'elle est la seule à connaître le secret de la ville, à savoir qu'il y a un démon qui dort sous la ville et qui se réveille quand la barre des 100 000 âmes est franchie. Et donc en fait, elle est obligée de mener une politique sanguinaire pour sauver le plus grand nombre, mais en fait c'est absolument pas sa volonté propre. Et en fait elle se retrouve donc évidemment profondément haïe à faire quelque chose qu'elle déteste faire, mais elle n'a pas le choix, mais elle est obligée de faire ce compromis moral. Et en plus il y a cette espèce d'épée de Damoclès terrible au-dessus de la tête où elle sait que ça ne tiendra pas éternellement. D'ailleurs au début du roman, les 99 000 âmes sont atteintes. Le prince du royaume voisin, qui a un gros souci d'image, décide de raser la ville. Il arrive avec son armée beaucoup trop nombreuse. En plus, évidemment, tout cela se fait sous couvert de coups fourrés, manigances, etc. Elle doit déjouer des complots à tour de bras, puisque à cause de sa politique, évidemment, tout le monde dans la ville cherche à la dézinguer. Et par-dessus le marché, il y a une sorcière très puissante, qui est la plus puissante de la Terre des Reins, qui normalement est le dernier atout dans sa manche, puisque c'est la seule à être capable d'affronter ce démon. Et elle disparaît à la moitié du bouquin et elle sait absolument pas. Donc en fait, elle se retrouve juste à gérer un bordel absolument monstrueux. Mais en fait, bon, c'est vrai, quand on le présente comme ça peut sembler assez noir. En fait, c'est un roman qui est pétri d'humour, parce que déjà qu'on marche vers l'Apocalypse, si en plus on peut pas le faire en se marrant, enfin je veux dire, voilà, là, puisqu'on